parler de la dysmorphophobie. Donc, dans un premier temps, je vais faire un rappel sur la clinique de la dysmorphophobie et dans un deuxième temps, je vais parler des problèmes qui sont posés par ces patients et par ce trouble en pratique de tous les jours. Donc, la dysmorphophobie correspond... S'il vous plaît, on n'entend pas l'orateur. Il s'est déplacé de Rabat. Il faut le trouver d'abord, le professeur Kisra. D'accord? Voilà. Merci beaucoup. Donc, pour la dysmorphophobie, ça correspond à une préoccupation qui est exagérée par rapport à un défaut, soit qui est imaginaire, soit qui est minime. Et donc, ce sont des personnes qui vont avoir une détresse qui est très importante et il va y avoir un contraste entre, on va dire, le défaut qu'ils perçoivent et la détresse qu'ils vont vivre. Donc c'est un trouble qui est assez fréquent, comme on va le voir. Souvent c'est un trouble, donc c'est un trouble mental qui est sérieux. Le plus souvent c'est un trouble qui est chronique et avec un risque suicidaire qui est important. Et un des gros problèmes chez ces patients, c'est qu'ils sont très souvent, ils ne sont pas diagnostiqués. Et le problème, c'est que en fait, c'est un trouble mental, mais ces patients ne vont pas consulter chez un psychiatre ou un psychologue, mais ils vont consulter chez d'autres intervenants, et notamment en médecine esthétique. Donc, classiquement ou historiquement, on l'appelle la dysmorphophobie, mais avec les classifications actuelles, le nom a changé un petit peu et on l'appelle actuellement obsession d'une dysmorphie corporelle. Que ce soit dans la classification internationale des maladies, CIM-11, donc la dernière version, qui est sortie en 2022, et le DSM-5, qui est le manuel statistique et diagnostique, qui est édité par l'Association américaine de psychiatrie, et qui est la classification la plus utilisée en psychiatrie pour les troubles mentaux. Et donc on a la même appellation, c'est obsession d'une dysmorphie corporelle. Le plus souvent, les gens utilisent l'abréviation BDD, donc c'est l'abréviation qu'on trouve le plus souvent. Donc, il y a beaucoup de troubles qui ont changé de nom pour essayer de trouver des noms qui soient un peu moins choquants, moins stigmatisants, parce que, comme on va le voir, c'est des personnes qui vont avoir du mal à reconnaître qu'ils ont un problème, un trouble mental et à consulter. Donc, c'est un trouble qui est classé dans le chapitre troubles obsessionnels compulsifs et apparentés. Et il n'a pas été mis au hasard dans ce chapitre, les TOC, parce qu'il y a une apparenté entre ces deux troubles. Donc il y a des liens génétiques dans la clinique, dans le traitement. Il y a beaucoup de facteurs en commun entre le TOC et l'OCD ou le BDD. Donc c'est un trouble qui est assez fréquent. Par exemple, aux États-Unis, dans la population générale, les études montrent que ça touche 2,4% de la population. C'est un peu plus fréquent chez les femmes, mais il n'y a pas une grande différence. Donc 2,5% pour les femmes et 2,2% pour les hommes. Donc une petite différence. Dans les études à l'international, c'est un peu moins fréquent, mais ça reste quand même assez élevé. Donc c'est 1,7 à 1,8% dans la population générale, donc entre 1 et 2 personnes sur 100. Donc ça reste un trouble assez fréquent et le plus souvent non diagnostiqué et non pris en charge. Ça c'est dans la population générale, mais dans les consultations, on va dire un petit peu spécialisées, comme la consultation de dermatologie, ça représente 12%, donc presque un patient sur 10 présente ce trouble, donc ça fait beaucoup. Donc dans les consultations de médecine, de chirurgie esthétique, là aussi on trouve des chiffres plus élevés, donc 3 à 16%.
Donc on peut dire que globalement, pour les personnes qui cherchent des soins, que ce soit des soins médicaux ou chirurgicaux, esthétiques, on a à peu près un patient sur 10. Donc le problème, c'est comment repérer ces personnes, parce que ces personnes n'ont pas besoin d'intervention esthétique, mais ils ont plutôt besoin d'un traitement pour leur trouble mental. Donc toute la difficulté, c'est comment les repérer. Comme on a dit, c'est une personne sur 10 qui vient consulter, et après comment pouvoir les orienter vers une prise en charge qui va être efficace. Donc sur le plan clinique, pour rappel, ce sont des personnes qui sont préoccupées par des imperfections. Donc ça peut être un défaut perçu ou plusieurs, ça peut être plusieurs régions. Donc le plus souvent, ces imperfections ou ces défauts ne sont pas perceptibles par les autres, ou bien les autres les trouvent minimes, qui ne méritent pas tout le problème, toute la détresse que ressent le patient. Donc c'est ça la particularité de ce trouble. Et donc ce sont des personnes qui souffrent énormément, qui ont une image très négative d'eux-mêmes, qui se sentent sans attrait, et ça peut aller jusqu'au sentiment de se sentir monstrueux, alors que les autres n'arrêtent pas de les rassurer qu'ils n'ont pas de défaut particulier, que les gens ne remarquent rien, mais ce n'est pas suffisant pour les convaincre. Donc le plus souvent, c'est des préoccupations par rapport à des défauts au niveau de la peau, des problèmes de pilosité, des problèmes au niveau du nez, que ce soit la taille, la forme. Donc généralement, c'est les régions qui reviennent le plus souvent, mais toutes les régions du corps peuvent être sujets à ces préoccupations. Donc ça peut être les yeux, les dents, le poids, donc toutes les parties du corps. Et il y a certaines personnes qui sont plutôt préoccupées par l'impression que, par exemple, leur visage n'est pas symétrique ou les yeux ne sont pas symétriques, donc ils sont plus préoccupés par cette perturbation. Donc, ce qui caractérise ces préoccupations, c'est qu'elles sont intrusives, elles s'imposent au sujet, malgré lui, et ce sont des préoccupations qui sont chronophages. Ça consomme beaucoup de temps. Donc, en moyenne, c'est entre 3 et 8 heures. Donc, le patient, il passe au cours d'une journée 3 à 8 heures à être préoccupé, à avoir des soucis, des ruminations par rapport à ça. Et donc, c'est ce qui fait le caractère pathologique, le caractère excessif. Et à cause de ça, bien sûr, ces personnes vont commencer à désinvestir leur travail, leur scolarité, à désinvestir beaucoup de choses, à s'isoler et à adopter des comportements, à adopter des rituels, des comportements de vérification, comme ce qu'on peut voir dans les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. Donc ça peut être des comparaisons, donc ils vont passer beaucoup de temps à se comparer avec les autres, à regarder leurs photos ou bien regarder des images sur des sites internet, des revues, et comparer, regarder la télé, donc ils vont comparer leur visage par exemple avec le visage d'autres personnes. C'est des vérifications, donc ils vont passer leur temps à se regarder dans le miroir, à toucher les zones qu'ils pensent qui sont déformées, à passer beaucoup de temps à faire des soins, donc pour essayer de camoufler ces déformités. Et donc ils vont passer beaucoup de temps, dépenser beaucoup d'argent pour essayer de camoufler. Par exemple, ça peut être quelqu'un qui va porter tout le temps des lunettes de soleil parce qu'il pense que ses yeux sont déformés, donc il va porter des lunettes de soleil tout le temps. Donc ça peut être différentes méthodes qui vont prendre beaucoup de temps et qui vont s'imposer au sujet. Donc c'est des personnes qui vont aussi chercher à être rassurés, donc ils vont vouloir entendre des autres leur dire que non, c'est pas très grave,
et donc ils vont vouloir être rassurés par leurs amis, par les membres de la famille, mais généralement ça ne marche pas. Donc ils vont toucher par exemple les régions concernées, il y en a qui vont faire beaucoup d'exercices physiques, surtout ceux qui ont ce qu'on appelle une dysmorphie musculaire. Il y en a par exemple qui vont abuser du bronzage, par exemple quelqu'un qui pense que sa peau elle est pâle, donc pour essayer de camoufler par exemple aussi l'acné, donc et ça peut être des comportements qui vont laisser des séquelles, qui vont laisser des cicatrices, par exemple des comportements de grattage. Donc certaines personnes vont commencer à gratter, par exemple s'ils ont un peu d'acné, ou une personne qui pense qu'elle a une petite bosse au niveau de la joue, elle va la gratter pour essayer de réduire cette déformité, et au contraire ça va entraîner peut-être des lésions, des infections et ainsi de suite. Donc ces comportements vont prendre beaucoup de temps et vont empêcher le sujet de faire d'autres choses, et ce qui fait que ça va avoir un impact négatif très important, une altération de la qualité de vie, une altération du fonctionnement, et donc on ne parle de ce trouble que lorsqu'il y a un impact sur le fonctionnement du sujet, et bien sûr avec la souffrance psychologique. Et bien sûr, c'est un trouble qu'il faut différencier d'autres troubles qui peuvent ressembler un petit peu à cette dysmorphophobie, comme par exemple l'anorexie mentale. Comme vous le savez, c'est des personnes qui sont obsédées par leur poids, par leur image, et c'est des personnes qui sont le plus souvent maigres, mais qui se voient obèses. Donc ça peut ressembler à ce trouble. Mais dans ce cas-là, la priorité, c'est au diagnostic d'anorexie mentale, parce que c'est un trouble qui est particulier. Mais la comorbidité entre troubles des conduites alimentaires, notamment l'anorexie et la dysmorphophobie, c'est assez fréquent. Donc on peut avoir les deux chez la même personne. Il y a un cas particulier donc, que j'ai évoqué, c'est la dysmorphie musculaire. Donc c'est une forme qui est, on va dire, plus grave de cette obsession d'une dysmorphie corporelle. Donc ça se voit presque exclusivement chez les hommes, chez les adolescents. Donc c'est des personnes qui ont l'impression que leur corps est petit, mince, qui ne sont pas suffisamment musclés, et c'est des personnes qui vont être préoccupées par ça, et c'est des personnes qui vont être susceptibles de faire des régimes, de faire beaucoup de sport. Et c'est des personnes qui vont faire du sport d'une manière excessive, qui peuvent se blesser, qui peuvent avoir des problèmes, qui vont consommer des produits pour essayer d'augmenter leur masse musculaire. Donc c'est des personnes qui vont abuser des produits, que ce soit des traitements hormonaux ou bien des protéines et ainsi de suite. Et c'est des personnes qui peuvent avoir des complications. Donc c'est une forme assez sévère de ce trouble, parce qu'il y a plus de risques de complications et plus de risques de suicide. Donc c'est une forme grave, on va dire. Il y a une autre forme qui est un petit peu particulière, c'est le trouble avec ou par procuration. Donc c'est l'obsession d'une dysmorphie corporelle par procuration. Donc l'exemple type, c'est un papa par exemple qui est préoccupé par l'aspect du nez de sa fille. Donc c'est pas lui, il ne pense pas que c'est lui qui a une difformité, mais il va être préoccupé par un défaut qu'il perçoit chez un proche par exemple, et il va être tout le temps préoccupé par ça, et par exemple il peut imposer à sa fille de se faire opérer, de recevoir des soins, alors que la personne elle-même, elle ne perçoit pas le défaut, elle n'est pas du tout inquiétée par ça. Et le plus souvent, c'est des personnes qui n'ont pas de défaut particulier, mais c'est juste cette personne qui va faire une fixation sur ça, et ça peut avoir des conséquences négatives, bien sûr, aussi bien sur cette personne qui a ses préoccupations que sur la personne désignée. Il y a un gros problème de la conscience du trouble. Donc la plupart de ces personnes ne sont pas conscientes qu'elles ont un trouble mental. Donc la plupart de ces personnes sont sûres qu'elles ont un défaut et que la solution, c'est de corriger ce défaut.
Donc, on parle d'insight. Est-ce que la personne elle est consciente qu'elle a un trouble ou pas? Le plus souvent, l'insight il est faible, mais parfois ça peut aller jusqu'à un insight très faible, voire délirant. Donc, plus du 1/3 de ces patients, ils sont délirants, c'est-à-dire qu'ils sont convaincus à 100% que la déformation ou l'anomalie qu'ils perçoivent, elle est là, même si tout le monde autour d'eux leur dit que ce n'est pas vrai, qu'ils sont tout à fait normaux, qu'ils n'ont aucun problème. Et bien sûr, une personne qui n'est pas consciente du caractère pathologique de son problème, bien sûr, elle va refuser de se faire soigner, elle va refuser le diagnostic et ainsi de suite. Donc c'est un problème important qu'on rencontre dans la prise en charge de ces patients. Donc parmi les caractéristiques qu'on va observer chez ces personnes, on va retrouver ce qu'on appelle des idées de référence, qui peuvent être des idées de référence délirantes. Donc c'est des personnes qui vont commencer à avoir l'impression que les gens se moquent d'eux, que les gens les regardent. Par exemple, un patient, quand il voit quelqu'un cracher dans la rue, pour lui, c'est parce qu'il a vu son visage qui est monstrueux, c'est pour cela que cette personne a craché. Donc c'est ce qu'on appelle des idées de référence, et le sujet commence à faire attention aux réactions des autres et à mal interpréter les réactions des autres. Bien sûr, donc c'est des personnes qui vont beaucoup souffrir, qui vont finir par ne plus sortir de la maison, et il y a des personnes qui peuvent passer plusieurs mois, plusieurs années chez eux pour éviter ce genre de situation, pour éviter d'être humiliés devant les autres. Donc pour le diagnostic, comme pour tous les troubles mentaux, le diagnostic reste clinique. Il n'y a pas un examen complémentaire, un marqueur biologique qui permet de faire le diagnostic, donc c'est clinique. Et on se base sur les critères diagnostiques du DSM. Donc il y a 4 critères, et quand le patient remplit les 4 critères, on est en droit de porter ce diagnostic. Donc c'est ce qu'on a vu, c'est les préoccupations par rapport à des imperfections, des défauts qui sont imaginaires ou minimes, une détresse qui est importante et des comportements répétitifs de vérification, de camouflage, donc des personnes qui vont passer beaucoup de temps à essayer de réduire leur détresse. Et bien sûr, il faut éliminer d'autres problèmes qui peuvent ressembler à ce trouble obsession d'une dysmorphie corporelle. Donc le diagnostic, il est clinique. En ce qui concerne le développement, c'est un trouble qui commence très tôt. Dès l'âge de 12-13 ans, on voit les premiers symptômes. Chez les 2/3 des personnes qui ont ce trouble, ça commence avant l'âge de 18 ans. Donc c'est un trouble qui commence tôt. En moyenne, c'est vers l'âge de 16-17 ans. Mais chez beaucoup de personnes, ça commence à l'âge de 12-13 ans. 10 minutes. Oui, d'accord, j'ai un chrono. C'est un trouble qui est chronique, donc malheureusement ça commence tôt et ça dure. C'est rare qu'il y ait une rémission spontanée, donc c'est un problème qui va durer, qui va persister, avec parfois des périodes où les choses s'aggravent, des périodes où ça s'améliore, mais ça va représenter un vrai handicap. Et le plus important, c'est que lorsque ces patients sont traités correctement, avec des traitements qui ont fait leurs preuves, beaucoup de patients vont s'améliorer. Donc d'où l'importance de diagnostiquer ces patients et de les traiter avec les traitements qui marchent. En ce qui concerne les facteurs de risque, donc il y a des facteurs environnementaux qui sont retrouvés chez ces patients, par exemple de la maltraitance, des abus pendant l'enfance, mais ça, ce n'est pas systématique chez toutes ces personnes. Et il y a le facteur génétique que j'ai déjà évoqué, qui est très important. Il y a beaucoup de parenté avec le TOC. Par exemple, le TOC dans la population générale, c'est 1 à 2%, le trouble obsessionnel compulsif. Mais dans les parentés de premier degré de ces patients, ça monte à 8%. Donc si on prend les personnes qui ont un trouble obsession d'une dysmorphie corporelle, on trouve que dans leur entourage rapproché, donc les premiers degrés, soit les parents, les frères et sœurs ou les enfants, dans 8%, ils ont quelqu'un qui a un TOC. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine parenté génétique entre
le TOC et ce trouble. Donc il y a le caractère familial. Dans certaines familles, on peut trouver plusieurs cas de personnes qui souffrent de ce trouble. Et même en imagerie, par exemple, les anomalies qui sont repérées en imagerie cérébrale dans le TOC, c'est les mêmes qu'on trouve dans le trouble obsession d'une dysmorphie corporelle. C'est le trouble mental le plus meurtrier. Donc le risque suicidaire, il est multiplié par 45. Donc le suicide, pas juste tentative de suicide, mais le suicide, l'acte qui est réussi. Donc c'est un des troubles mentaux où le risque suicidaire, il est important. Et 25% des personnes qui souffrent de ce trouble ont déjà tenté au moins une fois, ont fait une tentative de suicide. Donc le un quart. Donc ça veut dire que c'est un trouble où il y a un risque suicidaire qui est important. Donc ça montre la souffrance de ces personnes. Ça peut toucher les adolescents, ça peut toucher les adultes, mais on voit un peu plus de tentatives de suicide chez les adolescents, mais ça peut se voir aussi chez les adultes. Pardon. Donc chez les enfants et les adolescents, généralement, ça commence progressivement. Mais chez les adultes, ça peut commencer d'un seul coup. Donc il y a des formes où ça commence d'un seul coup, donc un début qui est brutal. Donc le retentissement est le plus souvent très important. Il y a certaines personnes qui n'arrivent plus à se rendre à leur travail. Moi, j'ai vu beaucoup d'adolescents qui ont interrompu leur scolarité. Par exemple, dernièrement, j'ai vu une adolescente qui était en première année bac, qui était la première de son école. Et lorsqu'elle a commencé à avoir quelques boutons d'acné, donc elle n'arrivait plus à se concentrer sur son travail. Et elle a développé ce trouble. Donc elle passait tout son temps devant le miroir en train d'examiner son visage, de se comparer avec les autres. Et donc elle ne va plus à l'école. Donc imaginez une adolescente qui était la première de l'école, qui a interrompu sa scolarité parce qu'elle n'arrive plus à aller à l'école. Elle a l'impression que tout le monde la regarde, tout le monde se moque d'elle, qu'elle est monstrueuse. Et à cause de ça, elle a abandonné sa scolarité. Et ça, c'est des cas qui sont très fréquents, donc des gens qui désinvestissent complètement ce qu'ils faisaient auparavant. Il y a beaucoup de comorbidités, donc avec le trouble obsession d'une dysmorphie corporelle, la dépression, donc plus de 25% de ces patients présentent en parallèle une dépression qui est secondaire à ce trouble, qui va survenir après le début du trouble. L'anxiété sociale, donc c'est des personnes qui vont être très gênées lorsqu'elles sont devant d'autres personnes, donc ils vont petit à petit commencer à éviter le contact avec les gens. Le TOC aussi, comorbidité très fréquente, et aussi les conduites addictives. Il y a des personnes qui vont commencer à consommer des substances comme une sorte d'automédication pour se sentir mieux. Donc ça peut être la cigarette, mais ça peut être l'alcool, ça peut être les benzodiazépines ou d'autres substances. Donc c'est un trouble qui peut se compliquer. Quand on traite ces anomalies que ces personnes pensent avoir, les études montrent qu'il n'y a que 2,3% qui s'améliorent sur le long terme. Donc lorsqu'on fait une intervention esthétique, que ce soit une intervention médicale, chirurgicale, il n'y a que 2,3% qui s'améliorent. C'est-à-dire qu'il y a plus de 90% de ces malades qui ne s'améliorent pas. Et parfois, il y en a même qui vont s'aggraver. Donc la plupart ne sont pas satisfaits du résultat. Parfois, il peut y avoir une aggravation et les patients insatisfaits, ils peuvent être violents avec les médecins qui les ont traités. Ils peuvent porter plainte en justice. Donc, c'est souvent des patients qui vont poser beaucoup de problèmes. Ils peuvent avoir recours à des automutilations ou bien ils vont essayer de corriger les problèmes eux-mêmes. Donc, il y a des malades qui vont s'opérer eux-mêmes, essayer des manœuvres pour essayer de corriger. 4 minutes. 4 minutes. D'accord.
Donc ce qui fait qu'en conclusion de ces études, les interventions esthétiques sont contre-indiquées parce que ça n'arrange pas le problème et parfois ça peut même aggraver les choses et entraîner des conséquences négatives. Donc le plus important, c'est de dépister ces personnes. Donc comme on a dit, c'est en moyenne 1 personne sur 10 qui consulte pour des soins esthétiques. Et donc comment dépister ces personnes? Donc il y a des outils de dépistage, donc ce n'est pas des outils diagnostiques, mais qui permettent de suspecter la présence de ce trouble. Et par exemple, il y a ce questionnaire qui est très rapide, où il y a 2 items, et si le patient répond par oui, c'est très suspect, et à ce moment-là, il faut explorer davantage. Et c'est des questionnaires, par exemple, qui peuvent être remis aux patients, par exemple, lorsqu'ils sont en salle d'attente. Par exemple, ça peut être intégré à des fiches de renseignement où le patient va noter ses antécédents médicaux et ainsi de suite et répondre à ces questions. Et s'il répond par oui, c'est fortement suspect d'un trouble BDD. Et à ce moment-là, bien sûr, il faut explorer davantage. Donc pour le traitement de ce trouble, donc pour rappeler, c'est un trouble mental. Donc les traitements qui ont prouvé leur efficacité, c'est la TCC, la thérapie comportementale et cognitive, donc qui est une forme de psychothérapie qui donne de bons résultats, et aussi les ISRS, les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. Donc ce sont les 2 traitements qui ont prouvé leur efficacité et qui sont recommandés dans les guidelines. Donc parfois, ça peut être la TCC seule ou les ISRS seuls, et les meilleurs traitements sont obtenus par la combinaison des 2. Donc c'est des traitements qui permettent chez la plupart des patients d'avoir une rémission, qui peut être une rémission totale ou chez certains une rémission partielle. Donc le plus souvent c'est des traitements pour une longue durée, mais le plus souvent c'est des résultats positifs. Parfois bien sûr le malade ne répond pas systématiquement au traitement et il faut augmenter les doses, changer de produit, renforcer la psychothérapie, mais globalement, donc ce sont les traitements qui donnent de bons résultats. Et dans toutes les recommandations, lorsqu'on est face à un patient qui a une anomalie qui n'est pas perceptible ou qui est mineure et qui a une grande détresse, automatiquement, il faut l'évaluer pour le trouble BDD et éventuellement, si le diagnostic est fait, il faut l'orienter vers un traitement qui marche. Donc, comme on a dit, première étape, c'est reconnaître et diagnostiquer ces patients. Il faut informer, éduquer les patients. Ça ne sert à rien de leur dire que ils se font du souci pour rien, qu'ils n'ont pas de problème, ça ne marche pas. Donc il faut essayer de ne pas insister sur ça, parce que les malades, ils sont sûrs qu'ils ont un problème. Donc même si on leur dit que c'est banal, ce n'est pas vraiment problématique, même si on fait des comparaisons en leur disant « moi je connais une personne » ou bien faire des comparaisons avec le médecin lui-même, ça ne sert à rien. Donc, il faut plutôt focaliser sur la détresse qui est vécue par le patient, la souffrance psychologique. Donc, ça ne sert à rien de vouloir convaincre le patient qu'il n'a pas de déformation. Et donc, il faut surtout insister sur le côté détresse psychologique et essayer de convaincre le patient pour l'orienter vers une prise en charge adaptée. Donc, il faut reconnaître la détresse de ces patients. Donc, ce n'est pas juste des patients qui simulent, qui le font exprès, mais c'est des patients qui souffrent réellement parce qu'ils perçoivent réellement qu'ils ont une difformité. Donc, il faut éviter les traitements dermatologiques, les traitements esthétiques, parce que, comme on a vu, ça ne marche pas. Parfois, ça peut aggraver les choses et orienter le patient. Quand le patient refuse d'être orienté vers une prise en charge en santé mentale, parfois il faut commencer le traitement. Donc les ISRS, généralement c'est des produits faciles à prescrire. On n'a pas besoin de bilan particulier avant de les prescrire. Donc généralement il n'y a pas de risque particulier. Ils sont le plus souvent bien tolérés.
la particularité dans ce trouble, c'est qu'il faut utiliser les doses très fortes. Donc généralement la dose maximale. Donc dans la dépression, généralement on va utiliser par exemple pour la sertraline 50 mg. Mais pour ce trouble, le temps est terminé. D'accord, je termine. Donc, votre... généralement, on utilise des doses très fortes et généralement, ça donne de bons résultats. Donc, comme on l'a vu, c'est un trouble qui est assez fréquent. Les traitements esthétiques habituels ne marchent pas chez ces patients et c'est plutôt le fait de diagnostiquer le trouble et de le traiter avec les traitements qui marchent. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Kisra, pour cette belle interprétation qui est très nette et claire. Et je demande à la salle s'il y a des questions à poser. Il y a une question ici, mais je voudrais quand même faire une petite remarque. Sachez que c'est quelque chose de très important. Vous allez, vous aussi, souffrir. Il n'y a pas que la patiente qui souffre. Avec des patientes comme ça, ce sont les patientes qui vont nous mener devant les tribunaux. Ce sont les patientes qui vont faire leur plainte au Conseil de l'ordre. C'est très important. Donc, je donne la parole au docteur Haddouti qui veut poser une question. Oui, merci. Au fait, je voulais savoir si vous avez des petites astuces sur le plan vocabulaire, parce que comme vous dites, on a beau leur dire qu'ils n'ont aucun problème et ça ne marche pas. Et parfois, c'est un peu délicat de les orienter vers un recours psychiatrique, etc. Vous savez que c'est délicat. Donc, est-ce que vous avez des petites astuces, certaines phrases qu'il faut prononcer pour pouvoir justement gérer ce profil? Ma deuxième question, est-ce qu'on peut parfois associer les ISRS, c'est-à-dire vous donner, j'ai cru comprendre que parfois l'association est même recommandée dans certains cas qui sont assez difficiles. L'association avec? C'est-à-dire prendre la sertraline avec le fluocétine, voilà, pas juste quand une molécule ne marche pas, on peut combiner avec une deuxième molécule. Normalement, c'est la monothérapie. Donc, on essaie avec un premier produit, on essaie d'aller jusqu'à la dose maximale ou la dose maximale tolérée par le patient. Et il faut bien sûr attendre, il faut du temps. Donc, avant de statuer sur le traitement, est-ce qu'il est efficace ou pas. 12 semaines avec une dose pleine. Et donc, si on voit que ça ne marche pas, ce qui est recommandé, c'est d'essayer un autre ISRS. Donc, comme vous le savez, il y a plusieurs ISRS. Et donc, un patient peut ne pas répondre à un ISRS et répondre à un autre. Les associations vont faire augmenter les risques d'effets secondaires et peuvent, c'est très rare, mais entraîner des complications comme ce qu'on appelle le syndrome sérotoninergique. Donc, c'est comme une sorte de réaction allergique qui peut être assez importante. Donc, c'est pour ça que généralement, on essaye d'éviter les associations d'ISRS. Donc, si c'est un seul produit, ça ne pose pas de problème. Donc, pour la première question, donc il faut essayer d'éviter de ne pas trop discuter sur l'anomalie perçue par le patient et plutôt insister sur la souffrance. Par exemple, quelqu'un qui n'arrive plus à travailler, quelqu'un qui n'arrive plus à sortir, qui n'arrive plus à faire du sport, qui a des problèmes de sommeil, par exemple. On va insister sur les conséquences pour convaincre le patient qu'il a besoin d'une prise en charge psychologique. Donc c'est un problème qui a un impact sur lui, une souffrance, de l'anxiété et ainsi de suite. Et on va insister sur ça. Ça peut être plus accepté par le patient parce que le patient, il est conscient qu'avant d'avoir ce problème, il travaillait, il avait une vie active. Et depuis que le problème a commencé, sa vie a changé. Et donc, il est d'accord que sa vie a changé. Peut-être que lui, il explique par le problème de peau qu'il a. Mais si on insiste sur cet aspect, ça peut marcher. Bien sûr, il y a beaucoup de patients qu'on ne va pas arriver à convaincre. Et, donc, c'est un petit peu le trouble. C'est... le niveau de conscience, il est très très faible, donc automatiquement le patient ne va pas spontanément aller demander une aide. Merci professeur Kisra pour cette présentation très intéressante. Moi, ma question plutôt l'association dans les cas sévères, je parle bien des cas sévères où c'est presque hallucinatoire comme vous l'avez dit,
ça ressemble parfois comme dans les TOC à carrément des hallucinations. Est-ce qu'on peut associer plutôt antidépresseurs et des neuroleptiques en petite dose? Ça se fait parfois, non, pas pour le sommeil, c'est pour traiter les neuroleptiques, genre, je ne sais pas moi, Médizapin ou Espéral ou quelque chose comme ça. Pour agir un petit peu, parfois, ça permet, je crois, c'est comme dans les TOC, ça permet un petit peu de diminuer justement ces idées un petit peu très obsessionnelles. Donc les études qui ont, parce que bien sûr, ils ont testé tous les produits qui existent, ceux avec lesquels il y a des résultats positifs, c'est les ISRS. Donc les antipsychotiques ont été essayés. Généralement, il n'y a pas une amélioration importante, parce que spontanément, on se dit, un patient qui est délirant, on va lui donner des antipsychotiques, ça va régler le problème, mais ça ne marche pas. Et c'est pour cela que les auteurs ont choisi de classer ce trouble, non pas avec les troubles psychotiques, mais avec des troubles, entre guillemets, névrotiques, ou anxieux, pour ne pas orienter le traitement vers un traitement antipsychotique qui ne marche pas. Donc bien sûr, quand on donne des doses très fortes d'ISRS et qu'on voit que ça ne marche pas beaucoup, on va avoir tendance à vouloir prescrire un antipsychotique, mais le problème des antipsychotiques, donc le résultat sont faibles, et c'est des produits qui ont des effets secondaires sur le long terme qui sont assez sérieux, contrairement aux ISRS qui n'ont pas vraiment de problème sur le long terme. Encore une fois, merci au docteur Kessra. Le temps est, parce qu'on doit passer à la prochaine communication qui va être faite par... Merci. Ils sont tellement intéressés, je ne sais pas si encore on peut accorder 5 minutes pour les réponses, si ça ne vous dérange pas encore. 2 petites questions et ça sera les dernières. C'est impossible. Sinon, professeur Kessra, vous devez venir nous faire une journée. Comme ça, on est... Qui c'est qui était en premier? Merci professeur pour votre magnifique présentation. Tout était clair. Si j'ai bien compris, la difficulté en fait, c'est de ramener ces patients à consulter chez un psy et à prendre un traitement antidépresseur. Et c'est ça la difficulté. Donc, comme disait Dr Hadouti, comment y arriver justement à les amener vers vous? Comme j'ai dit, certains vont arriver à accepter parce qu'il y a certains patients qui ont un certain insight, donc une certaine conscience de la problématique qui vont pouvoir accepter. Parfois, par exemple, quand il s'agit d'adolescents, il y a les parents qui vont faire pression, qui vont les amener. Donc à ce moment-là, c'est pour ça qu'on voit des adolescents venir, mais généralement un petit peu forcés par les parents. Et parfois, c'est pour ça qu'il est conseillé que si le malade résiste, de commencer déjà un traitement par ISRS. Et généralement, les malades, sous l'effet de l'ISRS, ils commencent à s'améliorer. Et leur jugement commence à s'améliorer aussi. Et ils commencent à prendre conscience de leurs problèmes. Et à ce moment-là, ils vont être plus susceptibles d'accepter de suivre une thérapie, par exemple, ou quelque chose de plus structuré. Merci, docteur. Je suis devant. Non, une question. Oui, pardon. Je voudrais vous demander par rapport à la dose, vous avez dit qu'on commence par 50 mg, le maximum c'est 100 mg, mais comment on switch et sur combien de temps on switch pour la dose? Merci. J'ai juste donné l'exemple de la sertraline. Donc, on commence par une dose faible et on augmente progressivement, par exemple 50 mg, et chaque semaine on augmente par 50 mg jusqu'à arriver à 200 mg par exemple. Donc, il faut aller progressivement pour éviter les effets secondaires, pour donner le temps aux patients de s'adapter. Et il faut rassurer les malades que les ISRS ne donnent pas de dépendance, parce qu'il y a beaucoup de malades qui ont peur de devenir dépendants. Donc les ISRS ne donnent pas de dépendance. Il n'y a pas d'effets secondaires graves, et le plus souvent, ils sont réversibles. C'est-à-dire, dès que s'il y a un effet secondaire, quand on arrête le traitement, les effets secondaires vont disparaître. Donc ce n'est pas des médicaments qui font grossir, parce que des fois, il y a des patients qui ont peur. Parfois, on peut avoir une prise de poids, mais généralement, la plupart des patients n'ont pas de problème à ce niveau-là. Merci, professeur Kessra. Merci.